Je suis le DSI de la compagnie de chauffage. Alors, la compagnie de chauffage, c'est le deuxième réseau de chauffage urbain en France, juste après Paris. On délivre en termes de services plus d'un tiers de la population. Ça représente aussi 7 communes et 167 km de canalisation. Alors nous sommes un des partenaires de la compagnie de chauffage de Grenoble, en ce sens où nous avons intégré, suite à des besoins particuliers en 2005-2007, donc des solutions d'information et des systèmes d'information, d'où notre présentation d'aujourd'hui. Je passe rapidement pour ceux qui connaissent ABB, c'est 150 000 personnes. Nous travaillons dans 2 domaines, l'automation et l'énergie, produits, services. Et notre métier, vous allez voir, il est quand même très très large. Voilà. Aujourd'hui, on délivre 7 communes en termes de chaleur chauffage urbain. Aujourd'hui, c'est en train de se métropoliser. On a 5 sites qui sont répartis sur l'ensemble des réseaux et on délivre la chaleur de façon homogène sur l'ensemble du réseau pour des entreprises et des particuliers. Du point de vue de la ville de Grenoble, l'objectif c'est de raccorder le maximum d'usagers. Quand on parle d'usagers, c'est l'utilisateur final, mais aussi les syndicats qui occupent les logements, qui gèrent les logements. C'est le mixte écologique fondamental à mettre en place. On a une activité très saisonnière. On travaille l'hiver essentiellement et on ne peut pas savoir la météo à l'avance. Donc on peut avoir des pics d'activité au fur et à mesure de l'année. On a des conditions environnementales et morales à entreprendre. Je pense à la loi transition énergétique. Le plan air énergie climat aussi. Des obligations réglementaires et contractuelles à suivre. Un besoin de développer des solutions économiques performantes et pérennes. Aujourd'hui, l'objectif c'est d'avoir le coût le plus juste pour délivrer ce chauffage. Le plus juste pour la ville, le plus juste pour l'ensemble des partenaires, mais aussi pour les usagers, les particuliers. L'objectif pour la compagnie de chauffage, c'est diminuer tous les aspects environnementaux, donc diminuer les nuisances, que ce soit le bruit, les polluants, les traitements des fumées. L'amélioration des qualités de service aux usagers, c'est-à-dire pouvoir fournir une forte énergie en hiver. Favoriser les énergies nouvelles en réduisant ainsi les tarifs des usagers. Aujourd'hui, on fait du traitement de produits des ordures ménagères, hospitaliers, du gaz bois et du charbon. Le charbon, aujourd'hui, on s'en sert surtout comme appoint, parce que c'est un peu plus polluant. Alors, la particularité... Merci Julio. La particularité, c'est que nous sommes présents en fait sur les différents sites de la compagnie de chauffage. Nous avons cette chance-là, c'est assez historique. Ça date du début des années 90. Nous avions à l'époque installé des systèmes tout simplement en local sur chacune de ces usines. C'était déjà un partenaire pour nous important. Et donc, il y a une dizaine d'années, la compagnie de chauffage de Grenoble nous a soumis la possibilité de pouvoir intégrer une nouvelle infrastructure, quelque chose d'assez innovant, en raccordant ces usines entre elles, en les faisant dialoguer et en leur permettant en fait de pouvoir optimiser leur production, la suivre toutes les contraintes environnementales auxquelles elles sont soumises. Et donc il fallait pour ça que toutes ces usines puissent dialoguer et puis intégrer ça dans des outils informatiques. Ce sont des outils informatiques au départ qui sont dits industriels et finalement qui sont tout simplement ceux que l'on utilise au quotidien. C'est simplement des ordinateurs, des gros serveurs et plein de postes clients. Et donc nous y avons participé, c'est une de nos tâches. Nous sommes à l'origine des gens qui faisons de l'automation, des automatismes. Là, nous devenons aujourd'hui des acteurs majeurs
de l'informatique et pas qu'au sens industriel. Et c'était la grande particularité, c'est aussi pour ça que je suis avec Julio aujourd'hui, qui est lui directeur des systèmes d'information, moi en charge de la partie marketing automation. Finalement, on se rend compte que l'informatique, elle prend le pli sur absolument toutes les solutions dans l'industrie et qu'elles permettent de participer activement aussi à toutes les contraintes et les besoins justement de sociétés comme celle de la compagnie de chauffage de Grenoble. Vous en avez une qui est significative, par exemple, c'est évidemment en termes de productivité. Il y en a une qui est très intéressante, c'est ce que disait Julio sur la partie prédiction météo. Si on prend un exemple très concret, évidemment que les usagers ont besoin de chauffage à tout prix l'hiver, en particulier à Grenoble. Il n'y fait pas très chaud. Par contre, il y fait plutôt chaud l'été. Et tous ces éléments-là ont été intégrés en fait, dans des modèles mathématiques et informatiques qui permettent de prédire globalement ce qui va se passer dans les prochaines heures, dans les prochains jours, et donc de savoir exactement ce que l'on doit produire, ce que l'on va consommer, ce que les usagers vont consommer. Et évidemment de garantir cette intégrité. Il n'est pas question d'interrompre l'eau chaude sanitaire et le chauffage chez les usagers de l'agglomération de Grenoble. Et donc évidemment, ça faisait partie des contraintes et du cahier des charges que je pense nous avons respecté. Ça, c'est pour la petite histoire, un des postes, voilà, on a des postes comme ça. Ils en ont des plus petits également à Grenoble, mais voilà, c'est très informatique, même si en dessous, vous voyez que la partie haute de l'iceberg, en dessous, vous avez aussi des automates, quelques robots, des choses comme ça. Voilà. Quelques chiffres clés, en fait, je vous laisse, Julio, un peu les présenter. Oui. Ils sont intéressants. Parce que ça a été significatif depuis 2007-2008. Là, on commence à avoir des chiffres depuis 2010 qui sont quand même qui sont assez significatifs. Tous ces outils, finalement, informatiques, de gestion de la production, de finalement la réduction pour le besoin des usagers, en termes de réduction, d'économie d'énergie, également de tarification, parce que vous avez réussi à baisser quand même de façon significative les tarifs. On va le dire pourquoi, hein, globalement, c'est lié aux énergies renouvelables. Je vous laisse présenter ces quelques chiffres parce que c'est les vôtres. Alors, comme vous disiez tout à l'heure, en fait, aujourd'hui, le partenariat qu'on a avec ABB, c'est cette partie informatique industrielle qui était très dominante, qui rejoint cette informatique de gestion qui permet cette gouvernance et ce pilotage. Et ce pilotage en informatique de gestion permet d'obtenir des gains. En termes de productivité, on a augmenté la productivité de 2,1%, une augmentation du chiffre d'affaires de 4,6%, et aussi une baisse des achats de 5,8%. La facture client, en effet, l'utilisateur, l'usager paye moins cher. Alors nous, on est très tributaire du combustible, hein, des combustibles qu'on peut utiliser. On fait aussi du recyclage. Le coût, c'est, en fait, comme on utilise 59,7% de l'énergie renouvelable, en fait, les utilisateurs, les usagers sont assujettis à une TVA de 5,5%, ce qui fait qu'ils ont une réduction de 15% sur leur facture. Je crois que c'est à peu près tout. Une réussite, je pense, Julio. Oui. Voilà, est-ce que vous avez des petites questions, des choses qui vous semblent particulières à développer? Grenoble, tout le monde situe à peu près, vous savez, pas loin des stations. C'est un réseau que je connais bien pour des raisons historiques que je ne développerai pas forcément ici, mais ce qui est intéressant dans votre cas, parce que c'est effectivement un des grands réseaux de chaleur qui existent en France, hein, à part la CPCU de Paris, les réseaux de la Défense, etc. Mais c'est sans doute le deuxième. Après, il y a celui de Lyon qui est pas mal aussi. Mais c'est un des premiers réseaux de chaleur où on a couplé plusieurs énergies et plusieurs types de production. Il y a quand même 5 usines de production, c'est assez rare. La plupart des réseaux de chaleur sont quand même monoproduction, quelque part. Et donc c'est ça qui est assez intéressant. Et je pense que c'est ça qui me paraît être la caractéristique la plus valable de ce réseau. Par ailleurs. Hein, c'est vrai que l'infrastructure, en fait, vous avez raison, c'est en effet d'utiliser ces différents combustibles, ces différentes sources d'énergie, ces différentes usines, et de les avoir finalement partagées, les avoir finalement traiter ces informations, les avoir interconnectées. Ça, c'est quelque chose de très très nouveau. Ils ont investi dans une infrastructure, un réseau, alors là on ne parle pas de réseau de chauffage urbain, mais de réseau informatique, de façon assez importante et dense, et ça leur a permis de créer justement
ce besoin et de répondre à ce cahier des charges. Et c'est en ça où c'est vraiment innovant. Oui, on montre bien la primauté du pilotage pour obtenir des résultats. Absolument. Pas de questions, mais on va peut-être passer aux applications suivantes. Et si on a quelques minutes en fin de cette séance, on pourra revenir sur des questions. Eric, alors, donc une autre application faite par le partenariat d'Embix, Alstom, etc., et Bouygues. Oui, enfin, tu vas le préciser. Et une application à Nanterre. Ça va côté technique, ça va fonctionner? Non. Tout va bien. Je vais prendre une minute. Merci beaucoup. Excusez-moi. Donc bonjour, Julien Sage, adjoint au maire de Nanterre en charge de l'aménagement et de l'urbanisme. Donc je ne sais pas si vous pouvez voir, nous allons vous présenter très succinctement un projet qui s'appelle Cœur de quartier, qui est situé dans un site extrêmement complexe, marqué par des infrastructures, situé à proximité d'un quartier en rénovation urbaine et sociale, dont vous pouvez voir quelques exemples à côté, vu que les grues sont déjà en action. Les grues, pardon, sont déjà en action pour la démolition. Oui, les grues, c'est un autre quartier qu'on a en projection sur Nanterre qui intéresse beaucoup certains promoteurs. Donc voilà, donc c'est un quartier que, comme vous pouvez le voir, est assez complexe, très restreint, puisqu'il s'agit en fait d'un ancien site ferroviaire sur lequel il y avait déjà une gare provisoire qui datait de 1970, donc qui a duré presque 40 ans, le provisoire dur à Nanterre, et avec donc l'idée de créer un vrai quartier de gare dense, mixte, porté sur un certain nombre d'activités. Donc comment produire ce type de quartier sachant qu'on part déjà sur une base extrêmement complexe, bien l'idée, ça a été de créer ce qu'on appelle un macro-lot, c'est-à-dire pas partir comme le font les aménageurs classiques, puisqu'on est sur un secteur d'aménagement géré par l'EPADESA. On a donc souhaité en fait proposer à un promoteur d'organiser, de coordonner l'ensemble du projet urbain sur ce territoire donné, donc tout ce que vous pouvez voir ici dans cette espèce de grand triangle qui s'étend le long de la voie ferrée d'un côté et le long d'un boulevard qu'on appelle Province française de l'autre. Le tout s'inscrit dans une ville dynamique, enfin relativement dynamique, on va dire ça, puisque d'ici à 2025, on va produire environ 1 million de mètres carrés, tout commerce, logement et confondu. Bureaux aussi, beaucoup de bureaux. Donc des objectifs de mixité dans un site contraint, ce qui complexifie encore un peu plus puisque nous avons une nappe de parking mutualisée en dessous, une galette commerciale au-dessus, des plots de logement, 5 plots de logement et 2 plots de bureaux, le tout visant effectivement, comme toujours, l'excellence environnementale, ce qui rajoute encore des problématiques. Alors comment gérer ce concours ? Eh bien donc c'est un concours par macro-lot. Donc on propose l'ensemble de ce qui est proposé ici à différents promoteurs. Les promoteurs de février 2013 jusqu'à mars 2014 eh bien, ont un peu bataillé. On fait des propositions, on fait de très nombreux allers-retours avec la ville et l'aménageur, mais aussi avec les habitants qui ont été associés très régulièrement. Et ça pour le coup, c'est pas un Marocain, c'est vraiment quelque chose un marronnier, pardon. C'est quelque chose. Oui, non, Marocain, c'est autre chose. C'est quelque chose qui à Nanterre est très prégnant puisque on a vu, nous, du point de vue de la ville, les différents projets converger entre eux et finalement, celui qui a gagné, ça a été celui qui a été capable de proposer le plus d'innovation au pluriel. Donc en l'occurrence, c'est Bouygues qui a remporté, on va dire, l'affaire et qui nous a proposé toute une série d'innovations qu'on va vous présenter par la suite, dont notamment celle-ci qui est présentée donc par Cédric de la start-up MyCloud 3D, qui nous permettra dans les semaines qui viennent de revenir vers les habitants et de pouvoir remodifier un certain nombre de choses, puisque là pour le coup, comme on est dans un site habité, déjà vivant, eh bien ça semblait indispensable de créer du lien avec l'environnement. Donc il va vous présenter, va vous faire un petit peu le tour du quartier. D'autres exemples d'innovations qui ont été apportées par Bouygues, un projet qui s'appelle CubeNext, qui est dédié aux questions numériques et il y a un peu de tout, il y a de l'imprimante 3D, c'est encore un concept un peu à définir, peut-être qu'on pourra vous le présenter par la suite. Une conciergerie de quartier, qui est un élément qui nous semblait extrêmement important dans un site extrêmement mixte comme celui-ci.
et évidemment le réseau d'eau tempérée dont on va vous parler par la suite. Pour conclure, donc les premiers coups de pioche auront lieu donc le premier trimestre 2016 pour une livraison le troisième trimestre 2020 dans les délais bien sûr et avec tout son lot de promesses qui nous ont été proposées donc par Bouygues Construction. Très rapidement pour finir, il ne s'agit pas d'abandonner un bout de quartier à un promoteur. Il s'agit vraiment d'un nouveau partenariat urbain, si on peut l'appeler comme ça. Et là, pour le coup, comme l'ensemble des projets se sont vraiment trouvés un moment très semblable, ce qui a marqué la différence, qui a fait pour nous le détail, ça a été cette capacité à pouvoir réinventer des choses de façon à la fois très concrète dans la production finale. On parle quand même de 73 000 m² sur une parcelle, sur une surface qui est quand même relativement restreinte et dans un quartier très complexe. Donc d'avoir cette capacité de créer de l'innovation, de créer du lien dans un quartier de gare qui est naturellement un secteur de flux et un secteur à enjeu, puisque tous les quartiers de gare de la métropole francilienne sont marqués par des problématiques urbaines et de gestion urbaine extrêmement intenses. Donc là, pour le coup, on prend un vrai pari avec donc notre aménageur, l'EPADESA, et avec notre promoteur, donc Bouygues. On vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors quelques mots d'MBX. Donc nous on est vraiment un tout petit acteur gérant la partie Smart Grid pour le compte de Bouygues Immobilier, donc qui a gagné cette opération. Alors déjà quelques petits mots sur les images que vous avez pu voir. Cette animation 3D, elle est quelque part assez fantastique parce que finalement elle donne une vision du quartier tel qu'il sera dans quelques années. Donc vous pouvez vous promener dans le quartier. Donc ça c'est un premier élément. Deuxième élément très important qui a été mentionné, l'EPADESA, Nanterre, en aucun cas donner les clés du bâtiment ou les clés des bâtiments à Bouygues en leur disant vous faites ce que vous voulez. C'est surtout pas ça. Mais par contre, il y avait vraiment cette idée de macro-lot. Et derrière un macro-lot, c'est pas uniquement un nombre important de mètres carrés, 70 000 et quelques si j'ai bien appris ma leçon. C'est aussi un certain nombre de fonctions additionnelles, de parking mutualisé, de cubes numériques, de smart grid aussi. Et donc finalement, on demande au promoteur de gérer cet ensemble de fonctions nouvelles, donc d'étendre son domaine d'activité. Et là, nous, MBX, on commence à être intéressés dans le dialogue avec le promoteur, parce que assez souvent, et ce congrès Smart City en est l'illustration, quand on demande à une entreprise d'étendre son périmètre, vous avez certaines entreprises qui disent « nous, on est très fort, on sait tout faire, et donc on va tout faire tout seul ». Et Bouygues Immobilier a pris pratiquement le contre-pied en disant « nous, ce qu'on sait bien faire, c'est de la promotion immobilière. Pour tout le reste, on va prendre les partenaires et plutôt les bons partenaires. » Donc ils sont allés chercher EDF Optimal Solutions, par exemple, d'Alkia aujourd'hui sur le réseau de chaleur. Sur le Smart Grid, je ne sais pas s'ils ont eu raison, mais ils ont pris MBX. Sur la partie numérique, les gens de Vectuel ont fait des choses sympathiques. Donc à chaque fois, ils ont essayé de prendre des sociétés qui leur semblaient être les meilleures dans leur domaine et jouer plutôt un rôle de chef d'orchestre avec quelqu'un qu'ils avaient à rendre des comptes qui était l'EPADESA et la ville de Nanterre. Alors ensuite, le deuxième point qui moi me passionne, c'est que j'interviendrai tout à l'heure dans la salle d'à côté là sur Smart Grid France, donc ça s'appelle Formation Smart Grid. Et donc on va parler alors je vais essayer d'utiliser les termes qui vont bien, Virtual Power Plant, Demand Response, Peak Shifting, Peak Shaving. Alors si je vous parle de tout ça, vous me dites écoutez, j'ai pas de temps à perdre, là j'ai des choses sérieuses à faire. Donc le Smart Grid vu de Bouygues Immobilier ou vu de l'EPADESA, c'est pas ça. Le Smart Grid, c'est assurez-moi que la facture énergétique, que vous allez tenir la facture énergétique, que les gens qui vont habiter dans cet écoquartier vont effectivement payer leur énergie, pas forcément moins cher, mais en tous les cas pas plus cher que sur une prestation normale, mais en plus garantissez-moi, alors au début vous nous aviez dit de mémoire 50 ou 60% d'énergie renouvelable, on vous a dit c'est un peu compliqué. Par contre on vous a dit 40%, ça on doit savoir faire, et puis 40% on va s'engager. Alors c'est ça qui est nouveau, là c'est un Smart Grid où on s'engage quelque part, on vous dit pas la main sur le cœur comme ça se fait dans beaucoup d'opérations, vous voulez 110% d'énergie renouvelable, pas de souci, on va les faire, surtout si ça nous permet de gagner le concours, et surtout si personne contrôle après. Donc c'est pas du tout l'idée de Nanterre. L'idée de Nanterre, c'est de prendre des engagements et de les tenir sur la durée
Pourquoi ? Parce qu'on est aussi une compagnie privée, parce qu'on pense que si on tient ses engagements sur la durée, ça sera la meilleure référence dont on puisse disposer. Donc on s'est engagé à mesurer cette performance, à la tenir sur la durée. Ça paraît simple ce que je dis, mais ça l'est pas forcément. Quand on dit tenir 40% d'énergie renouvelable, on prend un certain nombre d'hypothèses sur les occupants de l'écoquartier, sur la consommation, sur la façon dont les gens vont réguler tout ça, sur la pénétration plus ou moins importante de véhicules électriques. Donc on a pris cet engagement-là, on a pris cet engagement sur la facture, et on s'est dit finalement, nous, MBX, tout ce qu'on va amener de smart là-dedans, parce qu'on commençait aussi à entendre que les gens étaient un peu fatigués par Smart Grid, Smart City, Smart, mais quelque part, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Nous, on a résumé ça à 2 engagements très concrets. On assure que la facture énergétique sera tenue, et on assure que les 40% d'énergie renouvelable, qui quelque part demandent un effort de la collectivité, parce que quand la collectivité demande 40% d'énergie renouvelable, soit elle va faire un effort, et là je ne suis pas promoteur immobilier, donc j'en parle en toute liberté, sur des charges foncières, soit elle va faire un effort parce qu'elle va s'impliquer plus avant dans le projet et donc mettre des ressources en face. De toute façon, il y a un coût pour la collectivité, qui prenne une forme ou une autre. En face de ce coût, la moindre des choses pour nous, c'est de tenir nos engagements. Donc ce qu'on a dit, c'est que ces engagements-là, on va véritablement les mesurer, rendre des comptes à la collectivité, expliquer pourquoi on a fait 42% d'énergie renouvelable et c'est bien, pourquoi on a fait 38% et c'est peut-être bien ou peut-être pas bien, c'est peut-être 38 parce que l'occupation n'est pas celle qu'on avait imaginée et ça sera très bien, ou c'est peut-être 38 parce qu'on n'a pas été bon et ça sera un peu moins bon. Donc c'est cet engagement sur la durée qu'on prend. Et ce qui est passionnant aussi, pour finir sur ces sujets-là, c'est qu'on voit dans certains domaines qu'on peut avancer très vite. Je vais prendre l'exemple de mutualisation. On croit beaucoup tous à la mutualisation parce qu'on pense que quand on mutualise, on dépense moins. Alors un exemple très simple, on va mutualiser des parkings par exemple. Mutualiser des parkings, ça on sait faire relativement bien. Parce que finalement, les gens ici autour de la salle, on aime bien avoir une place de parking. Que la place de parking soit la place 14 ou 12, c'est pas tellement le sujet. Ce qu'on veut, c'est avoir une place de parking. Donc si on a une application intelligente qui permet de construire 90% des parkings, mais de garantir que dans 99,5% des cas, vous aurez votre place de parking, ça va très bien. Et là, on voit tout de suite qu'il y a un gain pour la collectivité. Alors il y a des choses comme ça qu'on peut mutualiser, et puis il y a des choses que pour de sombres raisons, alors on va expliquer des termes compliqués, péréquation et autres, on peut beaucoup moins mutualiser. L'énergie, par exemple, en France. Alors l'énergie, c'est des fois mutualisable. Réseau de chaleur, on mutualise ça très bien. Quand on parle d'électricité, ça devient un peu plus compliqué parce que, voilà, pour plein de bonnes raisons réglementaires, m'a-t-on dit, pour plein de bonnes raisons réglementaires, quand vous voulez échanger de l'électricité entre bâtiments, même si l'un produit et n'a vraiment aucun moyen de consommer, par exemple un bâtiment tertiaire le week-end, c'est assez dur de passer ça au bâtiment d'à côté. Donc on a mutualisé quand on pouvait mutualiser. Comme on est légaliste, quand on n'a pas pu mutualiser, on a simplement dit, c'est ce que je fais là, ça serait bien de pouvoir. Mais voilà, mais on le fait pas parce qu'on n'a pas le droit. Donc voilà, on est allé aussi loin qu'on pouvait, mais toujours avec un objectif qui était de se faire plaisir, certes, parce qu'on se fait plaisir au quotidien sur ce projet, ça c'est le premier point, mais aussi et surtout à chaque fois de s'assurer que derrière le smart, ou plus ou moins smart qu'on mettait en place, il y avait un gain pour la collectivité, il y avait un gain pour l'usager. Et pour finir sur notre discussion d'hier soir, on en est presque au point où j'ai envie de vivre dans cet écoquartier. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ? Allez-y. Quand on parle de 40% d'énergie, ça c'est pour vous. C'est basé sur quelle référence ? La référence de base, c'est quoi ? La référence de base, c'est du... Alors déjà, merci de votre question, parce qu'on est sur des choses assez précises. Donc on est sur du réglementaire déjà, on n'est pas sur du tous usage. Ça c'est le premier point. Ensuite, on a pris des engagements. RT 2012 moins quelque chose. Je regarde Jean-Raphaël, moins 20 je crois, non ? C'est ça. RT 2012 moins 20%. Donc c'est notre base en consommation. Comme on est sur du réglementaire, on part là-dessus. Et ce qu'on dit, c'est qu'on va fournir, même pour être tout à fait précis, 40% d'énergie renouvelable locale, c'est-à-dire qu'on ne prend pas l'énergie renouvelable venant du réseau électrique, par exemple, parce que dans le réseau électrique, en France, il y a quand même du renouvelable, de l'hydraulique, il est renouvelable. Mais voilà, ensuite, on s'est basé sur des conditions nominales assez classiquement, de température ou autre, et finalement, on a étendu une méthodologie que Bouygues Immobilier avait déjà développée à l'échelle du bâtiment, si ce n'est qu'à l'échelle du bâtiment, je ne vais pas dire que c'est facile, mais c'est relativement facile. Vous prenez une température, un type d'occupation du bâtiment, à l'échelle de l'écoquartier, vous êtes obligé de prendre un certain nombre de paramètres. Donc au niveau de chacun des bâtiments, mais aussi au niveau de l'espace
l'espace public. Si vous avez du véhicule électrique en recharge rapide, par exemple, vous allez devoir tirer un peu plus sur le réseau. Donc on a pris un certain nombre d'hypothèses comme ça, un cahier des charges précis qui nous permet de nous engager sur quelque chose qui est transparent déjà, communicable et sur lesquels on peut véritablement être évalué. Alors, je pense que sur une partie de la question, Jean-Raphaël Nicolini, voilà, j'ai toujours un doute, pourra vous répondre sur la partie CubeNext, puisqu'il est l'un des promoteurs du projet. Sur le quartier de gare, en fait, on va être réaliste, hein. Les quartiers de gare en moyenne sur la plaque francilienne sont à peu près tous ratés. C'est un avis personnel que je pose, mais quand on regarde la gestion des flux, quand on regarde justement les différents... là, on est vraiment dans une plateforme qu'on veut multimodale, avec un tramway, des bus, il y a aussi une problématique taxi. On est dans un secteur où il y aura aussi des cars privés, puisqu'on a une BDIC, une bibliothèque internationale contemporaine qui va s'ouvrir en contrebas, là, juste en bas de la rampe qui est là. Donc on est vraiment sur une problématique de gestion de flux. Arriver à concevoir aujourd'hui un quartier de gare en traitant ces flux, tout en animant l'urbain, c'est-à-dire en ne laissant pas une grande place vide où en gros on a des fils de circulation qui en gros rejoignent les immeubles, c'est-à-dire à parvenir à créer une intensité urbaine, ça a été tout le projet et c'est pas encore fini. Donc, je n'ai pas encore toutes les réponses à vos questions, pour tout vous dire. Mais aujourd'hui, on est encore en train de modéliser un certain nombre de choses, notamment tout ce qui est report de charge, notamment tout ce qui est intermodalité, parce que là, on a aussi une problématique tramway qui est insupportable d'un point de vue technique, parce qu'on a des questions de joint de dilatation, enfin bref, c'est pas grave. Mais vous voyez ce que je veux dire, on a une vraie problématique, parce que là, par exemple, vous voyez, là, il est censé y avoir un tramway un jour. Aujourd'hui encore, et un tramway et des voies de bus. Dans quel sens on les met, puisque c'est une vraie question d'intermodalité, puisque là, en gros, soit on coupe les voies de circulation du bus, soit on coupe les voies de circulation du tramway avec un flux de passagers extrêmement important. Donc, on a derrière, puisqu'il s'agit du tramway 1 qui fait le tour de Paris, on a une vraie problématique de gestion aujourd'hui du trafic à flux tendu, qui est quasiment un tramway à flux tendu, puisqu'il y a un tramway toutes les 3 minutes. Aujourd'hui, est-ce qu'on doit interrompre le tramway ou est-ce qu'on doit interrompre les bus qui sont plus souples, mais qui nous posent d'autres problèmes de gestion? Donc je ne sais pas si j'ai exactement répondu à votre question, mais aujourd'hui, la problématique des quartiers de gare, elle se situe aujourd'hui dans ce qu'on appelait avant la grande place de la gare, hein, qui aujourd'hui n'existe plus pour des raisons urbaines, parce que ça n'a plus trop de sens. Mais aujourd'hui, ici, vous êtes sur une tension urbaine extrêmement importante, parce que là, on a, alors je n'ai plus les chiffres en tête, mais je crois qu'on a 100 000 voyageurs jour qui transitent d'une façon ou d'une autre sur cette gare ou sous cette gare, puisqu'il y a aussi une autre problématique de hauteur. Et aujourd'hui, vous voyez, là, c'est l'ancienne gare provisoire, qui date de 1960. Enfin, bref. Donc aujourd'hui, notre vraie problématique, c'est d'arriver à créer un quartier qui reste vivable. Voilà, ça c'est notre priorité. La problématique des flux, aujourd'hui, on est encore en train de la calculer. On a des vrais problèmes, et on a d'ailleurs des points de désaccord avec le STIF, et avec le STIF qui est le syndicat des transports d'Île-de-France, parce qu'on est en désaccord sur l'organisation de la plateforme. Et notamment, on est aussi en désaccord avec la DDE, qui voudrait faire passer des véhicules. Ce qui change totalement la morphologie, notamment la morphologie de cette place de gare et la morphologie du quartier. Donc voilà, un peu pour vous répondre. Peut-être que Jean-Raphaël, tu pourrais répondre sur le cube. Je suis Raphaël Nicolini, le directeur des projets Urbanera, qui est donc la direction grand projet de Bouygues Immobilier. Le cube numérique, en fait, c'était une innovation forte qu'on a voulu dans le cadre du projet. On est allé chercher en fait une association qui s'appelle le Cube, à Issy-les-Moulineaux, et qui travaille sur la question du numérique au sens large, c'est-à-dire à la fois un lieu de conférence et à la fois un lieu d'expérimentation du numérique. Et donc cette association qui a
son périmètre assez défini sur la ville d'Issy-les-Moulineaux avec un public qui n'a absolument rien à voir entre Issy-les-Moulineaux et la ville de Nanterre. On leur a proposé de s'intégrer dans ce projet en partant du constat des populations locales qu'il y a autour de la gare de Nanterre-Rue. On a là la deuxième université de France, donc aux 35 000 étudiants. Et à côté, Julien Sage l'a dit, on a des cités, des cités, la cité des provinces françaises, donc des cités de logements sociaux, qui ne sont pas des populations particulièrement dures, mais dans lesquelles on sent qu'il y a une vraie problématique d'accès à la question du numérique. Donc, en fait, le Cube numérique a proposé une sorte de plateforme d'expérimentation qui soit une forme de plateforme de pédagogie du numérique. Donc, ça va être à la fois un lieu de conférence, ça va être à la fois un lieu d'enseignement, et ça sera aussi un lieu d'expérimentation via, alors oui, les Fab Labs, les maquettes 3D, et ça va être aussi les objets hyper connectés, tendance. C'est pas non plus comment on appelle ça, un Apple Store. C'est pas non plus l'objet. Mais pour nous, c'était une façon à la fois d'avoir un objet atypique dans le quartier, sachant que en fait, ce cube numérique s'intègre dans un espace qui s'appelle le Forum, et en face du cube, il y a un cinéma 10 salles. Et donc, pour nous, ça forme un ensemble. On a d'un côté le côté salle de cinéma, et en face, ce lieu d'échange et de coworking également. Donc, après, sur le modèle et sur le fonctionnement, on est encore une fois dans de l'expérimentation, et c'est quelque chose qu'on a voulu pousser chez Bouyguimo, mais parce que l'intelligence aussi de la ville et des PADESA avait été de proposer un macro-lot, et que ce type d'équipement, on n'arrive à le porter que parce qu'on a aussi un dimensionnement de commerce notamment, qui nous permet d'équilibrer aussi notre modèle économique de notre côté. Je ne sais pas si ça répond à la totalité de votre question. Si vous avez d'autres questions, parce que je ne veux pas monopoliser la parole, vous pouvez nous retrouver sur le stand de Bouyguimo et puis on vous expliquera. Merci. On est obligé un peu d'arrêter. Moi, j'aurais eu une question pour Eric. C'était quelle conclusion d'ici Grid a pu être exportée, si j'ose dire, sur ce projet de Nanterre? Alors très vite, parce oui, qu'on est très déjà vite et en retard. très vite et très rapidement. Donc en 2 mots, avant même de répondre à la question, moi j'aime beaucoup cette approche aussi, parce que sur ce projet-là on va très vite. On faisait un peu un rétro-planning et on se disait que entre la première rencontre et le lancement, il y a eu 1 an. Entre le lancement et le bouclage du sujet réseau de chaleur, où pratiquement on a tout verrouillé, on est à 6 mois, 8 mois. Oui, donc c'est assez fantastique. C'est formidable. Voilà, donc ça c'est un mode de fonctionnement à retenir. Je ne citerai pas d'autres projets, d'autres aménageurs qui ont pris d'autres modes de fonctionnement. On va beaucoup moins vite. Ça c'est le premier point. Ensuite, Ici Grid. Ici Grid finalement c'est une fantastique leçon, parce qu'on a appris tout ce qu'il ne fallait pas faire. Et on s'est dit que là on avait une page blanche, et donc on allait essayer de concevoir les choses au mieux, pour à nouveau faire du smart grid ou proposer une énergie moins chère à moindre coût. Et quand on peut le faire à partir d'une page blanche, c'est assez fantastique. Bon, merci beaucoup. On peut encore les applaudir, bravo. Et on passe à la 3e intervention. Donc Christina Valéan, qui est ingénieure chez TPFI, qui est une société d'ingénierie, et qui par ailleurs travaille dans l'Institut de transition énergétique Efficacity, que j'ai l'honneur de présider, donc qui est un institut, encore une fois, créé par l'État et des entreprises pour aider à cette transition énergétique. C'est un partenariat public-privé financé 50-50 par l'État et les entreprises. Et les entreprises, on retrouve les constructeurs, les aménageurs, les opérateurs EDF, Engie, etc. Et Christina travaille d'ailleurs dans cet institut, notamment sur des projets que nous menons avec la Société du Grand Paris pour justement répondre à la question posée tout à l'heure sur la gare et l'environnement d'une gare dans les 70 gares du nouveau métro de Paris. Et Christina va nous présenter une application de son entreprise TPFI à Valenciennes. Si la technique remarche.
Voilà, bonjour à tous et à tous. Donc merci pour la petite présentation. Donc moi j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter le projet de Valenciennes Métropole, donc qui est un projet d'aménagement du territoire bien sûr, avec une smart grid thermique et puis avec de la mutualisation énergétique. Voilà. Donc c'est pour montrer à Eric qu'on peut le faire également et on peut le faire sur des gros projets, donc sur des projets sur lesquels je vais vous montrer tout à l'heure donc comment on s'y est pris. Donc en quelques mots, donc moi je travaille pour TPFI qui est une société d'ingénierie de 600 personnes, donc avec 37 agences, et qui a 4 départements, donc un département bâtiment, infrastructure, environnement, et moi je dirige le département énergie. Et au sein d'Efficacity, donc je travaille sur les thèmes de recherche appliquée, et notamment sur le projet de la gare les projets des futures gares justement de la SGP, sur lesquels on a justement les problématiques que vous aviez évoquées tout à l'heure. Donc on pourrait éventuellement en reparler à la fin de la présentation. Donc les rives créatives de l'ESCO, donc c'est un projet d'aménagement donc qui a été lauréat de l'appel à projet Excellence territoriale en 2010, donc qui a été lancé par l'Union européenne. Et au fait, c'est un territoire d'excellence de la création numérique, puisque sur les 26 hectares de projets d'aménagement, il y a plus de la moitié qui est dédiée au numérique. Voilà. Et au fait, c'est une ancienne requalification de la friche de Vallourec, donc qui était un site industriel. Et donc on a profité pour récupérer ce qu'on pouvait récupérer de cette ancienne friche, et de la valoriser d'un point de vue énergétique. Voilà. Donc au niveau des défis à relever, donc il y avait un défi de transformer ce territoire fortement industriel dans un territoire durable, intelligent, bien sûr en maîtrisant les dépenses énergétiques, et puis en respectant l'environnement, puisque c'est une problématique qui est très présente dans le nord de la France, mais je pense que maintenant elle le devient également dans toutes les régions. Donc au niveau de ce projet-là, ce qu'on peut dire aussi, c'est que ce projet est au cœur de l'agglomération. Donc c'est la raison pour laquelle la Valenciennes Métropole a souhaité que ce soit un projet exemplaire. Donc à la fois d'un point de vue de la mixité fonctionnelle et sociale, et puis on peut noter aussi la présence d'un certain nombre de bâtiments qui sont des bâtiments de forte importance, donc notamment le Palais des Congrès, le data center, les serres numériques, et puis un certain nombre d'autres bâtiments de logements, commerce. Donc comment Valenciennes Métropole a relevé ces défis? Donc au niveau du territoire, donc pour accroître donc, justement la durabilité, le projet ce qui a été fait en parallèle du projet d'aménagement, c'était la création d'infrastructures modernes et efficientes, donc avec l'arrivée du tram, pour favoriser justement l'accessibilité, donc l'accessibilité à tous, pour favoriser les mobilités, et bien sûr assurer justement les déplacements aussi bien à l'intérieur que pour accéder aux zones de la ZAC, de la future ZAC en fait, par des moyens qui sont aujourd'hui des moyens électriques notamment, et donc de permettre justement de redynamiser donc à la fois le territoire et de pouvoir donner des moyens pour se déplacer d'une manière parfaitement écologique. Donc là, vous avez les 3 bâtiments, donc les serres numériques qui est déjà construit, donc le centre des congrès, donc il y a la pose de la première pierre aujourd'hui, voilà, et puis le data center, donc qui est également en travaux. D'un point de vue, donc là je vous ai mis juste le plan d'aménagement du territoire, donc c'est pour vous montrer, donc le centre de congrès va se situer sur cette partie-là. Actuellement, donc il y a cette partie qui est déjà construite, et puis le data center qui se situe au bout de la ZAC. Donc, pour relever les défis d'un point de vue énergétique, Valenciennes Métropole a souhaité de créer un réseau de chaleur. Et donc, ce réseau de chaleur réutilise l'ancien forage de Vallourec, donc qui est situé dans la zone. Donc, toute cette zone-là, c'était la zone de bâtiments administratifs de Vallourec qui a été conservée. Et donc, l'ancien forage qui se trouve à ce niveau-là permet de réutiliser l'énergie donc, au travers d'une boucle d'eau tempérée sur l'ensemble de la ZAC. Voilà. Donc au niveau des maîtrises des dépenses énergétiques, les défis de Valenciennes Métropole donc, ont été tout d'abord de valoriser donc, la géothermie, le forage de géothermie existante et de le transformer dans une boucle d'eau à basse température, mais également de valoriser les énergies fatales du data center.
donc qui permettent de réinjecter les calories du data center dans cette boucle d'eau tempérée et de ne pas utiliser justement en appoint des chaudières gaz comme on le fait habituellement. Donc cela permet d'avoir un réseau qui est à 100% d'énergie renouvelable. Et c'est vrai que c'est une prouesse à la fois donc, énergétique et puis économique, puisque du coup, cette énergie est récupérée gratuitement donc, au niveau du data center. Bien sûr, d'autres mesures ont été prises, notamment au niveau de l'éclairage public, également au niveau de la réalisation des bâtiments, puisque c'est important de réaliser des bâtiments performants. Ce n'est pas parce qu'on les alimente par un réseau de chaleur qu'on va se permettre justement d'avoir des bâtiments qui consomment beaucoup d'énergie, bien au contraire. Donc à ce niveau-là, Valenciennes Métropole a souhaité que les bâtiments soient très, très performants, donc pour certains passifs, pour d'autres HQE, d'autres BBC. Il y a eu également un effort sur l'orientation des bâtiments, afin de permettre donc, à tout ce qui est conception bioclimatique de faire preuve de ces effets. Et puis, d'un point de vue acoustique, donc, les différentes dispositions paysagères ont permis justement de créer des protections acoustiques. Donc c'est également un point important. Au niveau du respect de l'environnement, donc, le fait de créer actuellement donc, un système qui est à 100% géothermie et de mutualiser les besoins énergétiques est un autre point important, puisque compte tenu du fait que sur le territoire, les consommations ne se font pas toutes au même moment, on a pu justement, au travers de modélisation, montrer comment on pouvait mutualiser ces besoins pour qu'on puisse diminuer au fait les installations et la taille et la puissance des installations et jouer sur les déphasages au fait des besoins. Et donc, voilà. Donc là, je vous ai présenté juste une petite photo du forage de réinjection avec les différentes, ensuite un petit schéma pour vous montrer que c'est un peu le cœur du projet, et puis la valorisation de l'énergie à partir du data center. Donc les phases qui sont les plus importantes et qui sont également transposables à d'autres projets, donc c'est tout d'abord l'optimisation du projet. Donc quand je parle d'optimisation, c'est d'un point de vue énergétique, en tenant compte justement du phasage de l'aménagement. Donc là, on voit très bien qu'il y a eu 3 phases d'aménagement. Donc le réseau a été construit dans une première phase, et puis actuellement, il est poursuivi sur la deuxième phase de l'aménagement du projet. Et quand on regarde d'un point de vue énergétique, c'est là où on voit qu'on peut optimiser les besoins. Donc on regarde, on a fait ce même type de schéma par phase, et puis ensuite d'une manière générale, pour voir à terme quels sont les besoins et comment on peut optimiser les installations dans leur fonctionnement et dans leur mise en place. Voilà, donc ça, ce sont des courbes de puissance que l'on présente en général pour savoir quelles sont à la fois les consommations et les puissances et pour dimensionner au plus juste les installations. Donc d'un point de vue de la smart grid thermique, donc on a le forage de production qui est là-dessus, avec l'installation qui permet le maintien de la boucle. Et puis, au fait, il y a des sous-stations qui se trouvent dans chaque bâtiment. Et donc le data center, lui, permet justement d'apporter ses calories et de ne pas utiliser cette partie-là qui est le maintien de la boucle par des moyens conventionnels. Voilà. Et donc, on voit bien, donc chaque sous-station est au cœur d'un des bâtiments. Voilà. Et puis, il y a encore quelques bâtiments qui sont en construction. Donc là, c'est juste pour vous présenter un petit schéma d'une partie du réseau, donc un petit schéma d'implantation. Voilà. Et puis les travaux. Alors la géothermie, c'est toujours frustrant puisque ça, c'est une photo prise pendant le chantier. Mais aujourd'hui, si vous allez, vous avez juste de la pelouse. Donc on demande, la géothermie, elle est où? Eh bien, elle est en dessous de la pelouse, donc on ne voit rien du tout. Voilà, donc ça c'est des fois un peu gênant. Et puis au fait, l'ancienne usine qui a été aussi, donc c'est une ancienne usine électrique qui a été aussi réhabilitée et dans laquelle se retrouve aujourd'hui l'installation de maintien en température avec une chaudière d'appoint. Donc voilà. Donc tout ça c'est sur le schéma, c'est ici. Voilà, et puis le centre de concret qui arrive jusque là et qui englobe dans sa canopée avec l'intégration architecturale, donc à la fois l'usine et puis la tour donc, que vous aviez vue. Voilà, donc là j'ai mis juste quelques petites photos donc de ce qui se trouve à l'intérieur des bâtiments et de ce qui se trouve sous la pelouse. Voilà, et puis les 3 bâtiments qui sont les bâtiments conventionnels. Donc là vous pouvez voir l'usine
Voilà, l'usine qui est là, l'ancien château d'eau, et puis la canopée du Palais des Congrès, donc, qui s'intègre parfaitement d'un point de vue architectural. Voilà, donc je vous remercie beaucoup, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Avez-vous des questions? Allez. Voilà. En fait, l'avantage de la boucle d'eau tempérée, c'est qu'on peut produire du chaud et du froid, et on peut le faire d'une manière simultanée, en fait. Voilà. Donc, en fonction des besoins des différents bâtiments, dont les 3 bâtiments que vous aviez vus, donc je vais revenir juste un petit peu en arrière. Ah non, ça ne marche pas. Ce que je voulais vous montrer, donc, voilà, je vais me mettre là-dessus. Voilà. Donc, au fait, le bâtiment des serres numériques, c'est un bâtiment qui a à la fois des besoins de chaleur et de froid, parce qu'il y a énormément de serveurs. Donc, aujourd'hui, les systèmes, dans la sous-station, l'eau, elle arrive à une température qui est proche de 12 degrés, au fait, et au travers des pompes à chaleur qui existent dans le bâtiment. Donc, elle est ou réchauffée ou refroidie. Donc, ça se fait en simultané. D'un point de vue centre de congrès, donc c'est la même chose, parce qu'il y a des besoins simultanés de chaud et de froid. Et par contre, au niveau du data center, là, ils font que de l'évacuation de calories. Voilà. Et au fait, on réutilise donc, ces calories-là pour les transformer donc, en froid ou en chaud. Et l'avantage de cette boucle, c'est qu'on le fait avec les mêmes installations, en fait. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un réseau de froid, un réseau de chaud. Donc, on a juste cette boucle d'eau tempérée et on peut ensuite, en fonction des besoins des différents bâtiments. Et c'est comme ça qu'on mutualise aussi les besoins, puisque pour les logements, par exemple, la décision, c'était de ne pas les climatiser, puisque ce sont juste des logements. Et puis parce qu'on est dans le nord de la France aussi, hein, donc c'est une petite précision. J'y étais avant-hier, il faisait 8 degrés, donc voilà, c'est juste pour vous dire qu'au mois de fin juin, même juillet, on a des fois 10-12 degrés, donc la climatisation, c'est pas forcément quelque chose de très important. Mais voilà, l'avantage de ce système-là, c'est qu'on peut donc à la fois produire du chaud et du froid, et qu'on n'a pas besoin d'avoir 2 réseaux ou 2 équipements différents, en fait. Il y avait une autre question, je crois, non? Oui. Oui, mais ça revient aussi avec les personnes précédemment. Quand on prend des gros travaux comme ça, est-ce qu'on pense au futur en se disant on va devoir réinstaller les câbles, réinstaller les tuyaux pour dans 10-20 ans? Parce qu'on voit que les travaux ont engendré maintenant, c'est qu'il y a 20 ans, on n'aura pas forcément intégré ça. Pareil pour le projet de Bouygues, quand ils vont faire quelque chose d'énorme, des EHPAD, il y aura des nouveaux capteurs, des nouveaux câbles, tout va être mis en commun. Est-ce que c'est intégré dès le départ? Oui, alors c'est intégré dès le départ, puisqu'en fait le programme d'aménagement, il se fait sur 20-30 ans. Donc ça, c'est un peu, on va dire, le point particulier de tous les projets d'aménagement. Donc c'est sur des grosses périodes temporelles, en fait. Et donc c'est pour ça qu'on a 3 phases, hein, mais les 3 phases, voilà, je vous avais montré tout à l'heure. Quand on regarde voilà, donc on a 3 phases au niveau du projet. Donc on regarde quels sont les besoins de la première phase, les besoins de la deuxième phase et puis les besoins de la troisième phase. Et puis on raisonne dès le départ avec tous ces éléments-là pour justement éviter d'ouvrir les tranchées ultérieurement. Voilà. Donc on prend ces précautions dès le départ, en fait. Voilà. Et là, quand on fait les travaux de VRD, donc on passe toutes les tuyauteries, tous les câbles, etc. Donc, Et je voudrais, on peut rajouter, puis Eric pourra peut-être compléter, dans ces projets, il y a cette difficulté dont vous parlez. En général, c'est assez bien appréhendé quand même. Mais il y en a une deuxième, particulièrement ici. Les data centers, aujourd'hui, sont des engins qui consomment énormément d'énergie. Et on récupère de l'énergie assez facilement, finalement, d'un data center. Sauf que si on est capable de faire des progrès considérables sur la consommation propre des data centers, on met en péril le profil économique du réseau de chaleur. Et ça, c'est ce qu'on pourrait appeler en termes modernes, quelle est la résilience du projet, au fond. Et ça, c'est une vraie question qui est presque plus compliquée que celle, effectivement, de la prévision qu'on a fait en termes de tranchées, d'aménagement, de futur. Mais sur un projet de 30 ans, normalement, les architectes, les aménageurs, on a un certain métier là-dessus. Sur la résilience économique, ça, c'est une autre paire de manches. Mais peut-être que vous pouvez dire un mot là-dessus.
Oui, donc rapidement. Sans que ça soit une question piège, hein, Non, non, mais c'est un vrai sujet. Hein. Alors, ce n'est pas une question piège, le point est valide. Il y a aussi un petit sujet financier d'ailleurs, parce que ce sont effectivement des investissements qu'on va positionner en début de projet, alors qu'on est sur une opération d'aménagement de 20 ans. Donc ça, c'est un élément important. En complément à ce que vous disiez, derrière toutes ces solutions, on voit qu'on a aussi du pilotage intelligent, donc des solutions numériques. Et le numérique, repensé à votre téléphone portable il y a 20 ans, il n'avait pas tout à fait la même tête que ce qu'il a aujourd'hui. Donc on est effectivement sur un vrai sujet de résilience. Effectivement, le data center va, j'espère, consommer beaucoup moins, produire moins de chaleur, puis peut-être qu'il y aura d'autres solutions de calcul réparti ou de choses comme ça originales. Donc oui, de notre côté, je dirais, tant qu'il produit autant de chaleur, il serait tellement dommage de pas l'utiliser et de pas en tirer profit. Absolument. Tirons profit de ce qui existe et ayons foi dans l'avenir. Voilà. Et avec ça, tout va bien. J'aurais voulu juste ajouter par rapport au data center, c'est vrai qu'on a pris en compte, donc déjà c'est un data center qui consomme moins que les autres parce qu'ils ont déjà des équipements qui sont très performants, donc déjà on est parti avec des valeurs qui sont beaucoup plus faibles que dans les autres projets. Et c'est vrai qu'on a pris en compte donc à la fois la courbe de montée en puissance du data center, parce que c'est vrai qu'on va consommer, le matériel va être plus performant, donc il va consommer moins d'énergie, mais en même temps, il va se développer, parce qu'aujourd'hui, on demande de plus en plus de stockage de données. Donc on a fait un certain nombre de simulations entre qu'est-ce qui va être la future courbe de charge du data center, et donc des déperditions qui sont associées, en tenant compte justement de l'efficience énergétique de ce data center qui va gagner chaque année 10-20% d'efficacité énergétique. Voilà. Donc on recroise tout ça avec la courbe de charge du programme d'aménagement, qui lui, il bouge aussi, hein, parce que la première phase, bon là on est sûr, donc là on connaît, on a des certitudes à 100%, mais la deuxième, la troisième, on a quelques incertitudes, et puis on ajuste le tout, et puis on avance. Voilà. Je vais me permettre de rebondir à nouveau parce que le point est quand même intéressant. Moi, je viens du monde de l'énergie et plutôt de l'énergie assez centralisée. Et le point qui a été mentionné sur le data center, c'est finalement quelle confiance on fait dans ce data center, quelle confiance on fait dans le bâtiment qui annonce RT 2012-20. Et on voit deux grandes approches aujourd'hui. L'une qui est, de toute façon, le data center, demain, il ne va plus produire trop de chaleur. Et puis RT 2012-20, oui, mais la consommation, elle est hors des usages réglementaires. Donc, de toute façon, ce n'est pas fiable. Et je continue à redimensionner mon réseau et je continue à redimensionner ma production centralisée comme je l'ai toujours fait. Alors, c'est quand même un point très sensible et particulièrement gênant parce que ça veut dire qu'on est tous, là, Christina, c'est vraiment un super projet et nous tous, Bouygues Immobilier, les PADESA, on est tous en train de faire des efforts au niveau local, donc quelque part de dépenser de l'argent aussi, il faut quand même voir les choses comme elles sont. Et il faut vraiment qu'au niveau plus global, ce soit pris en compte. Parce que sinon, si on continue à investir de la même façon au niveau global et qu'on fait des efforts au niveau local, quelque part, il y aura quelqu'un un jour qui nous demandera d'arrêter de jouer. C'est un des sujets que l'on traite dans notre centre de recherche, hein, sur cette combinaison-là, et notamment mettre en parallèle de tous ces projets l'évolution économique et le modèle économique. Parce que le plus compliqué là-dedans, c'est le modèle, au fond, hein, qui va être tiré. Et l'élastique, il y a un moment, il atteint sa limite. Hein. Il y avait une autre question, oui. Je voulais rebondir sur ce que disait Eric Legal tout à l'heure, sur le pilotage énergétique. Comment vous envisagez ce pilotage, avec quel système on est où aujourd'hui pour cette mutualisation, gérer cette mutualisation, cette variation dans le temps qu'il y aura après de savoir si le data center va fournir plus ou moins d'énergie, etc. Vous en êtes où Au fait, donc il y a une analyse fonctionnelle qui a été faite, hein, pour montrer un peu quelles sont les imbrications entre quand est-ce qu'on prend de l'énergie du data center, quand est-ce qu'on n'en prend pas, comment ça fonctionne. Donc tout ça, ça a été fait. Donc ça fonctionne aujourd'hui donc avec un pilotage qui se fait au niveau de la centrale. Hein. Donc le système de pilotage se trouve est centralisé là-dessus, au fait, et il reprend donc à la fois les éléments qui viennent du pilotage des forages, qui vient du pilotage des différentes sous-stations, donc des sous-stations des bâtiments, avec les réinjections, parce qu'il y a des puits de réinjection, parce que quand on pompe de la nappe, on a également des puits de réinjection. Donc c'est assez complexe, hein, je ne vous le cache pas, mais c'est faisable, donc voilà. C'est de la programmation, et puis il y a des entreprises qui savent très bien faire ça. Voilà. ABB, par exemple. On n'a pas fait appel à un système, on a fait un autre système, en fait, on n'a pas...
Voilà, mais on peut faire appel à d'autres entreprises. Oui, voilà, la première présentation l'a bien montré, hein. On a des systèmes de pilotage intelligent. Alors, votre point à nouveau, et je pense que c'est un point sensible. On se rend compte qu'en fait, il y a des systèmes de pilotage intelligent, souvent chacun dans leur domaine. Là, sur une problématique comme ça, finalement, on a envie de jouer sur quoi? On a envie de jouer sur des points de consommation, on a envie de jouer sur le réseau de chaleur, et puis peut-être aussi côté électrique. C'est finalement quand on a toutes ces données-là, quand les gens les mettent à disposition, plutôt en temps réel, quand ils ont eux-mêmes des systèmes intelligents, qu'on commence à faire des choses. Par exemple, si les pompes à chaleur, et je n'ai pas du tout étudié ce dossier-là, ont besoin d'un complément électrique à un moment donné, peut-être qu'il est intéressant d'avoir en temps réel des informations du réseau électrique pour pouvoir dire ma pompe à chaleur, je vais la démarrer un peu plus tôt, un peu plus tard, et alléger le réseau électrique. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chacun a un système intelligent, ça c'est le premier élément, et puis que chacun accepte de partager ses données avec un pilotage un peu plus central. Et là, il y en a certains qui font ça très bien. Et puis je m'arrête là. Voilà, merci beaucoup. 11h14 pour 11h15. Vous voyez que finalement, avec un petit peu d'attention, on arrive à tout piloter. Hein? Merci. Voilà, alors on en est à la séquence maintenant des applications éclairage intelligent. Bon, alors il faut que je trouve mes présentateurs là. Ils doivent être à l'extérieur.